Et nous avons en ligne Dr Dina Al-Kurdi, professeur à la faculté des lettres, Université d'Alexandrie. Bonjour. Bonjour madame. Pour lire ensemble et pour analyser les manchettes de ce lundi, on a commencé par le Progrès égyptien qui a parlé de cet entretien, cette rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et Jared Kushner, gendre du président américain et émissaire pour le Proche-Orient. Ma première question, docteur Dina Al-Kurdi, c'est comment vous évaluez les relations ou l'actuel partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Égypte à ce stade et sur fond de ces évolutions au Proche-Orient? Alors, en fait, les relations entre les États-Unis et l'Égypte datent depuis longtemps et toujours l'Égypte avait et continue toujours à avoir son point de vue sur les négociations et comment peut-on vraiment arriver à des négociations, à un accord pour mettre fin à toute guerre qui se trouve dans le Moyen-Orient. Alors, ces nouvelles conversations ayant eu lieu entre les États-Unis et l'Égypte visent toujours à discuter de tous les problèmes et de tous les défis que nous avons dans le Moyen-Orient, ou bien dans le Proche-Orient. Bien sûr, nous avons pas mal de défis. Nous avons la guerre entre Israël et le Liban, et nous avons après cela le problème en Palestine, et par la suite nous avons aussi le problème des Houthis et l'Iran et Washington. Alors, donc tout cela vise à arriver à aboutir à un accord en fait pour mettre fin à n'importe quelle guerre et arriver toujours à notre table ronde de négociation. Docteur Dina Al-Kurdi, on a lu aussi un autre titre, cette fois tiré d'Al-Ahram Hebdo, qui écrit « Le chef des renseignements égyptiens reçoit le chef du Hamas pour parler sur Gaza ». Alors, quel rôle l'Égypte peut-elle jouer dans la prochaine phase de la mise en œuvre du plan de paix américain dans la bande de Gaza? Alors, bien sûr, l'Égypte, à part bien sûr les négociations ou bien l'accord de paix que l'Égypte vraiment veut pour la situation au Gaza, mais nous avons quand même un autre plan, une autre phase de laquelle nous devons parler, c'est l'après-guerre. Donc ici, jamais nous allons arrêter vraiment la guerre, nous allons faire le cessez-le-feu. Donc après, donc l'après-guerre, c'est quoi? Donc doit y avoir bien sûr une sécurité bien sûr pour les Palestiniens. Nous devons parler aussi de l'aide humanitaire pour que nous puissions vraiment avoir une autre vie ou bien revitaliser en fait la situation dans la bande de Gaza et la sécurité en fait de tout le Moyen-Orient et par la suite qui va gouverner aussi Gaza. Donc, donc notre rôle, c'est pas toujours la situation actuelle concernant les négociations, mais aussi nous visons l'après-guerre, qui va gouverner, qui va prendre en relief la sécurité et l'aide humanitaire pour que nous puissions vraiment faire notre phase en fait de ces négociations. Alors, docteur Dina Al-Kurdi, restez avec nous pour suivre et pour lire ensemble les manchettes des journaux et on passe à l'Orient le jour, le quotidien libanais qui écrit négociation quand Trump ouvre un canal secret direct avec les gardiens pour contourner Ghalibaf et Araghchi. Le contact avait été établi par l'intermédiaire de Nechirvan Barzani, président de la région du Kurdistan irakien, révèle Axios. Une démarche révélatrice des difficultés de Washington à déterminer la véritable position de l'Iran. En plein pourparlers avec Téhéran mi-mai, suite à l'accord de cessez-le-feu du 8 avril, l'administration Trump a ouvert un canal secret direct avec le corps des gardiens de la révolution afin de vérifier que les négociateurs iraniens, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf et le chef de la diplomatie Abbas Araghchi parlaient bien au nom des gardiens de la révolution iranienne. Ici, il y a donc une nouvelle qui est
peut-être nouvelle parce que on écrit que il y a un contact où Donald Trump ouvre un canal secret avec les gardiens de la révolution, pas seulement les négociations déclarées entre les deux parties, l'Iran et les États-Unis, mais il y a un canal secret aussi avec les gardiens de la révolution. Alors que l'Iran parle toujours que parle des déclarations contradictoires de Donald Trump et disent qu'il n'y a pas de négociation directe entre les deux parties. Alors, que révèle pour vous donc l'ouverture de ce canal secret direct entre Washington et les gardiens de la révolution sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran? Est-ce que ça peut dire donc que les États-Unis toujours ne cherchent pas de solutions concrètes avec la direction iranienne? Oui, effectivement, c'est ce que nous voyons. Washington ne cherche pas de solution directe. Par exemple, hier aussi, Washington a déclaré, ou bien Trump a déclaré que le détroit d'Ormuz, ça c'est un détroit qui est sous le contrôle, par exemple, américain. Et bien sûr, donc ce sont de nouvelles déclarations, c'est-à-dire c'est une nouvelle tactique comme ça dans les déclarations des Américains pour juste provoquer les Iraniens. Et le fait que, par exemple, maintenant il y a de nouvelles déclarations qui disent qu'il y a comme nous voyons, il y a des relations secrètes, ou bien il y a par exemple des discussions discrètes avec, par exemple, les gardiens iraniens, et ainsi de suite. Tout cela, c'est pour semer des dissensions comme ça entre, bien sûr, les Iraniens. C'est pour, par exemple, juste gagner un peu de temps et pour dire aux Iraniens que nous allons faire telle ou telle chose, ou bien nous allons voir d'autres discussions, par exemple, avec les gardiens iraniens. Alors, ce que nous voyons, en fait, sur maintenant le terrain, que les États-Unis ne cherchent pas vraiment une solution directe et pour mettre fin à cette guerre-là dans le Moyen-Orient. Toujours, nous avons des déclarations de la part de Washington qui veulent, ce sont des déclarations qui veulent provoquer en fait les Iraniens. Et vraiment, nous n'arrivons pas vraiment à arriver à des négociations ou bien à cesser le feu en fait. Mais je vois, je vois que c'est seulement peut-être que ces discussions-là secrètes dont vous avez parlé, madame, ne sont pas vraiment vraies. Peut-être que ce sont des déclarations comme ça, c'est comme une nouvelle tactique dans les déclarations pour provoquer l'autre partie. Oui. Alors, on va passer au journal français Le Figaro qui titre « Guerre en Ukraine, Moscou visé par 600 drones pendant la nuit ». Moscou a été visé par 600 drones pendant la nuit de samedi à dimanche. Une attaque d'une rare ampleur sur la capitale qui a fait au moins 3 blessés. Et a indiqué son maire après une nouvelle série de frappes meurtrières en Russie comme en Ukraine. Les autorités des deux pays ont fait état au total de 6 morts dans la nuit sur 600 drones identifiés comme se dirigeant vers Moscou. 201 ont été abattus dans la région entourant directement la capitale. Depuis le lancement de l'offensive de février 2022, la capitale, à plusieurs centaines de kilomètres du front, a été plus rarement touchée que les régions frontalières de l'Ukraine, mais elle se retrouve visée de manière croissante ces derniers mois alors que l'armée de Kiev intensifie ses attaques à longue portée contre le territoire russe. Alors là, ma question, donc, docteur Dina Al-Kordissé, cette reprise très forte des hostilités entre l'Ukraine et la Russie, des frappes de part et d'autre, et voilà l'Ukraine donc qui commence à frapper très fort en Russie et des attaques aussi de la part de la Russie, des attaques d'une grande ampleur sur la capitale Kiev. Alors il paraît que ce conflit va reprendre de force, reprend de l'ampleur encore une fois. Est-ce que vous partagez donc cette vision?
Oui, effectivement, cette guerre-là qui a commencé en 2022, comme vous l'avez dit, maintenant commence à avoir des conséquences maintenant. Ces derniers bombardements y ont eu lieu de la part de l'Ukraine contre la Russie et aussi pour une certaine région aussi qui se trouve dans les alentours, par exemple, de Moscou, ou bien, c'est-à-dire c'est une ville qui est transfrontalière. Alors, Mhm. c'est une ville qui est connue en fait par ses exportations dans le domaine de l'énergie Oui. et tout Et cela. pourquoi donc, pourquoi en ce moment donc on assiste à cette reprise, cette intensification des attaques de part et d'autre? Je pense que l'Ukraine vraiment veut dire que je suis là et donc je voudrais vraiment c'est-à-dire faire quelque chose pour dire que je peux vraiment cibler n'importe quelle ville et n'importe quelle cible. Et par la suite, la Russie, bien sûr, a fait une certaine reprise aussi de bombardement sur l'Ukraine. Mais la situation, bien sûr, va s'aggraver étant donné que Mhm. dès cette guerre-là a été lancée en 2022, donc nous avons eu pas mal de conséquences négatives sur l'économie dans le monde entier. Et Oui. la flambée des prix à cause de cette guerre-là, donc et cette reprise-là, pour dire, par exemple, que je suis là, ou bien j'ai une certaine souveraineté, ou bien une suprématie, et donc par la suite, il y aura une autre reprise de guerre, donc ça va aboutir à beaucoup de conséquences néfastes. Oui. Bon, alors, docteur Dina Al-Kurdi, professeur à la faculté des lettres, Université d'Alexandrie, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition de Manchette. Merci pour votre attention. Retour donc à Jihan Nabil et Mohamed El-Hommoussani. Et la suite, ou la dernière partie de Bonjour l'Égypte.